Salut à tous, vous savez, je suis toujours très excité d'enregistrer des émissions pour la chaîne Dailicious, mais alors là, c'est le comble. On a Anthony qui va nous présenter une Rolex, mais pas n'importe laquelle. Une daube, une montre à quartz. Et oui, mais vous m'avez compris, les Rolex fans, je vous charrie. On va parler de la fameuse Rolex Oyster Quartz, qui est en fait la deuxième génération de montre à quartz proposée par Rolex. C'est une tuerie. Elle a un bracelet intégré. À l'époque, c'était le top du top de la R&D, la conquête du temps et de la précision. Et puis, c'est devenu le drame, le désastre, les montres détestées, c'est la quartz. Et vous allez voir avec Anthony, en fait, qu'on peut les adorer. C'est tout de suite dans un nouveau Duel Time. Salut Anthony, Salut Xavier, ça va? ça va et toi? Bon, t'as vu, d'habitude, je suis un peu excité, mais alors là, c'est terrible, quoi. Je veux dire, ça va être la fête, on va se régaler ensemble. On est là pour ça? On est là pour ça. Bon, bah écoute, je suis vraiment très content que tu aies proposé ta participation à la chaîne. Comme tu le sais, c'est un anonyme. Donc la seule chose que nous savons, les amis, c'est que Anthony s'appelle Anthony et qui va nous présenter une Rolex Oyster Quartz, une Datejust, référence 17 000 ou 17 000. Alors raconte-nous un peu toute cette histoire, pourquoi tu l'as acheté, voilà, qu'est-ce qui te plaît dans cette montre? On veut tout savoir, sachant que moi j'adore. Alors, c'est simple, j'étais à Barcelone et je me baladais, donc je suis un grand amateur de montres, et je me baladais dans la rue et je suis passé devant un shop où il y avait une Rolex Oyster Quartz que je connaissais pas du tout. Ouais. Du coup, je suis rentré dans la boutique, j'ai passé le pas de porte et j'étais intrigué par cette montre. Donc du coup, je l'ai essayé directement. À l'époque, elle était pas chère du tout. Et j'ai hésité entre l'acheter et ne pas l'acheter. Et du coup, je l'ai mis au poignet et tout de suite, ça m'a plu. Et voilà, donc 5 ans plus tard, j'ai pu retrouver à peu près le même modèle. Et cette fois-ci, j'ai passé le cap directement en l'achetant. Alors attends, parce que là tu dis plein de choses à la fois. Donc celle-ci, celle que l'on voit à l'image, hein, merci pour toutes ces belles photos, c'est celle que tu as achetée il y a 5 ans à Barcelone? Alors non, celle que j'ai actuellement, je l'ai achetée il y a à peu près 2 mois. Je l'ai D'accord. achetée. Ok. Et tu en avais acheté une autre à Barcelone il y a 5 ans? Alors non, à Barcelone, j'étais à Barcelone effectivement il y a 5 ans et du coup en me promenant, je suis tombé sur une Oyster Quartz et je ne connaissais pas à l'époque. Donc j'étais assez intrigué par le boîtier et le bracelet intégré. Et sur le coup, j'avais déjà une montre et je ne l'ai pas achetée. Mais j'ai toujours gardé en tête cette montre pour plus tard. Et j'en trouvais pas malheureusement parce que c'est des montres qui restent très dures à trouver. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en trouver une récemment à Lyon. Et ce coup-ci, bah, j'ai craqué, quoi. Ah, je comprends, je comprends. Donc en fait, t'es tombé red dingue de cette montre et Tout à fait. 5 ans après, tu as réussi à la trouver. Est-ce que tu te souviens, il y a 5 ans, quel était son prix? Oui, tout à fait. Donc, il y a 5 ans, elle était à peu près à 2000, si je dis pas de bêtises, 2900 à peu près, 2900. Et aujourd'hui, on la retrouve bien évidemment Ouais. à un prix bien plus élevé. Et donc tu l'as payé combien celle-là? Alors, celle-ci, je l'ai achetée. Donc, en fait, j'ai fait reprendre une montre que j'avais déjà. Donc voilà, j'ai plusieurs montres et du coup, je suis allé chez un professionnel qui m'a repris mon ancienne montre Ouais, et qui m'a fait une ristourne sur celle que j'ai actuellement, donc l'Oyster Quartz. ouais. Et donc ça m'est revenu à peu près à 4 900 euros. 4 900 euros. Ok. Sans indiscrétion, qu'est-ce que tu as laissé comme montre? Alors j'ai laissé une Submariner Ouais, No Date de modèle 114 060, ouais, une montre que j'apprécie énormément. ouais, Mais sinon, en auto, j'ai encore d'autres modèles à la maison, dans le ouais, tiroir. Donc, ouais. Mais attends, ça veut donc dire que tu as fait un échange, on va dire, d'une Rolex récente, 114 060, c'est donc la Submariner, hein, puisque la Submariner Date, elle a date. Donc là, c'est celle avec la lunette céramique, donc on va dire un modèle très récent. exact. Et tu es allé sur un modèle clairement vintage. Elle est de quelle année celle-là? Alors, celle que j'ai, elle est de 1978. Ah Alors, ce ouais, qui est
sur le Starter, on a la gravure qui est au dos du boîtier. Ouais, On peut retracer donc son année et donc elle est de 1978. Donc je voulais qu'elle soit dans les premières années pour marquer le coup. bien sûr. Et donc voilà. C'est Et, c'est, et comment on passe comment dire, d'une montre qui fait partie des modèles les plus désirés, à tort ou à raison, qui il y a encore quelques mois était le modèle actuel de la Submariner, puisqu'il y a la 124-060 qui a été lancée. Comment on se sépare d'une montre comme ça pour en prendre une qui a 40 ans de moins? Alors ça marche au coup de cœur, hein. Il n'y a pas d'autre, pour moi, il n'y a pas d'autre option. C'est le coup de cœur et surtout, bon, je suis un grand fan du vintage, donc j'aime les montres qui ont une âme. Et également le fait que voilà, on la retrouve pas sur tous les poignets, hein. C'est un peu la montre qui- pour moi, c'est pas une montre, quoi. C'est limite une œuvre d'art. Et ça change un peu de la Daytona et de la Rolex Submariner de Monsieur Tout le Monde. C'est pour ça que j'ai cette montre. T'en avais marre qu'avec ta Submariner, tout le monde te dise ah plouf plouf, t'as une Rolex Submariner? Un petit peu, et surtout que je la voyais presque sur tous les poignets, quoi. Même si ça reste une montre assez rare, hein, mais ce que je voulais, c'était surtout bah, voilà, avoir une montre qui n'est pas très vue, mais à la fois qui me plaise, et surtout bah, le coup de cœur, quoi. J'ai marché à ça principalement. Ça marche. Alors donc tu es un connaisseur puisque tu parles d'autres montres et notamment de cette Submariner. Donc là, il y a plein de choses qui diffèrent, hein. On a parlé de la récente ou du vintage. S'agissant du fait que cet Oyster Quartz, bah, comme son nom l'indique, intègre un calibre maison. Manufacture, les amis. Hé, hé, manufacture à quartz, c'est pas beau? Qu'est-ce que ça te fait qu'elle soit à quartz ou pas? Quel regard tu as justement sur cette dimension technologique? Alors, personnellement, j'ai aucun problème à porter une montre à quartz, et c'est vrai qu'en m'intéressant de plus près au mouvement, je suis littéralement tombé sous le charme, hein, pour revenir sur les mots. Quand j'ai vu le mouvement, les progrès qu'il y avait sur ce mouvement, le thermocompensateur, bah voilà, je ne suis pas vraiment un quartz comme les autres, et du coup, ça m'a plu tout de suite. Et surtout le bruit que les aiguilles font quand les secondes, c'est impressionnant. On a l'impression d'avoir le Big Ben au poignet, quoi. Ah, c'est sympa. Donc ça veut dire que, un, ça ne te gêne pas, et deux, tu y intègres, et moi j'y suis sensible, les amis, c'est pour ça que je te parle de ça, Anthony, tu y intègres une dimension euh, de conquête du temps, puisque en termes de précision, il n'y a pas photo. Les amis, je vous provoque, hein, comme d'habitude, mais cette Oyster Quartz, elle éclate toutes les Rolex actuelles, même avec les tout derniers calibres. Eh ben oui, c'est à quartz, donc forcément, c'est plus fiable. Mais celle-ci, tu disais, Anthony, elle est de 78. Euh, je crois que sur la décennie 70, la moitié, si ce n'est 60% de tous les brevets déposés par Rolex touchaient aux montres électroniques. Ils ont même fait des protos d'affichage à LED, comme il en existe. Vous le savez, sur la chaîne, vous l'avez vu, j'ai une Pulsar P2. D'ailleurs, j'en ai racheté une deuxième à affichage LED rouge. Donc attention aux anachronismes. À cette époque, Rolex, comme tous les autres, croyait, dur comme fer et comme des dingues, que l'avenir de la précision, l'avenir de leur métier, c'était le développement du quartz. Et on n'y était pas encore à la boucherie que c'est devenu fin des années 70, début des années 80, avec on va dire la loi de Moore, hein, pour les fans de tech, à savoir tous les ans je fais 2 fois moins cher et 2 fois plus puissant. Et donc des calibres électroniques qui coûtent la peau de chagrin et qui massacrent l'industrie horlogère mécanique. Écoute, moi je suis un grand fan, hein. Donc on parle un peu de vintage, Anthony, on parle un peu de technologie et de mouvement à quartz. Parle-nous un peu, dis-nous ce que tu penses de d'abord de ce boîtier bien particulier,
et de ce bracelet également qui a rien à voir avec ce que l'on connaît classiquement de chez Rolex? Alors, le bracelet, c'est vraiment d'une fiabilité, d'une solidité remarquable. Ouais. Euh, les maillons qui sont taillés dans la masse, donc on a vraiment une maille très solide. Un bracelet vraiment intégré au boîtier, ce qui lui donne un charme fou. Hmm. Et puis on a l'impression, on la sent au poignet, on a vraiment, c'est très confortable à porter. Donc vraiment une montre passe-partout de tous les jours Ouais. qui traverse le temps, c'est surtout ce qui m'a plu, quoi. En termes de confort, comment tu la positionnes par rapport ton ancienne Submariner 114-060? Alors en termes de confort, je la positionnerais au-dessus. Oui. Alors je sais pas si ça vient du fait que le bracelet soit intégré, mais je trouve qu'elle tombe très bien au poignet et puis on a tendance à plus la sentir, quoi. Même si c'est quand même une montre qui pèse hein, quand on l'a dans la main. Mais après, voilà, c'est une 36 mm. C'est vraiment un diamètre qui correspond à la taille de mon poignet. J'ai pas des poignets non plus trop gros. Et je suis pas trop fan non plus des montres très larges. Donc, du coup, 36 mètres, c'est vraiment pour moi le diamètre qui passe partout. Ouais. Mais quand tu dis ça, ça veut dire qu'en fait, tu la supportais plus, ta Submariner. Hein, pour rappel, les amis, la 114-060, bon, elle peut, en tout cas pour moi, hein, mais moi j'en ai pas, donc ça vaut rien ce que je vous dis. Mais en tout cas, on pourrait la critiquer sur ses, euh, sur ses cornes, sur son boîtier qui fait bestial. Et là, donc, tu es passé d'une 40 mm assez bestiale à une 36 toute fine, quoi. C'est à peu près ça l'idée. Alors, même si la Submariner, ça reste quand même une montre qui n'est pas non plus énorme. Après la 174-060, c'est vrai qu'elle a des hanches assez larges. Mais pour revenir sur le Store Quartz, au niveau du diamètre, alors c'est une 36 mm, mais vraiment on a l'impression, quand on la regarde un peu de loin, d'avoir limite une 40. C'est-à-dire qu'avec cette forme hexagonale, ça la proportionne quasi à l'identique, hein, mais sinon, non, il y a pas vraiment photo, quoi. Je préfère, préfère le Store Quartz parce que Ok, ça marche. Est-ce que tu as vu, comment dire, une évolution dans le regard que les gens pouvaient avoir entre t'as une sub au poignet et t'as une ah ben on sait pas ce que c'est. pour le moment, c'est un peu récent, là. On s'est pris un peu le confinement dans les dents. Ouais. J'ai pas eu le temps de trop la montrer, mais personnellement, je suis pas trop sujet à ça. Après, c'est vrai que quand j'avais la sub, beaucoup de monde, bien sûr, au premier regard, savait de quoi on parlait. L'Oyster Quartz, c'est vrai qu'il y a un peu moins. Je l'ai présenté à mon beau-père récemment et il m'a dit, ah, putain, je la connaissais pas, celle-là, elle est sympa. Et donc voilà. Mais c'est vrai que non, j'ai pas trop de. Alors, j'avais beaucoup de remarques dans le style de la montre, montre très jolie, et son côté hexagonal qui revient un peu dans le style de Gérald Genta. Et donc voilà, par rapport à ça, j'ai eu une remarque récemment sur une personne qui m'a dit que c'était une Royal Oak, par exemple. Et non, c'est pas une Royal Oak, c'est une Ouais, Rolex. ouais. Bah, c'est bien l'illustration que c'est une montre pensée, imaginée dans les années 70. Hein. Si je me trompe pas, les premiers Oyster Quartz Datejust comme ça sont sortis en 77. 77, c'est 5 ans après la Royal Oak et l'année qui suit, ou la même année d'ailleurs, je me souviens plus, la Nautilus, qui sont les deux faits d'armes les plus connus du designer Gérald Genta comme tu en parles. Je suis tellement passionné par ce que tu racontes et par ce modèle que j'en oublie que tu dois quand même nous dire c'est quel est l'adjectif qui caractérise le mieux cette montre. Alors pour moi, il y en a plusieurs, mais le premier qui vient, c'est mythique. Je trouve La que quoi? Alors, le premier adjectif que je mentionnerai pour cette montre, c'est mythique. Oui. Pas le site de rencontre, hein, mythique pour la montre. Voilà, c'est une montre pour moi qui reste mythique dans le terme. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que
C'est vraiment le premier mouvement à quartz, l'un des plus élaborés et des plus précis qui a été lancé dans les années 70. D'accord. Moi, je vais te chauffer un peu, hein, mais on le sait tous, Rolex communique très subtilement sur la conquête de l'Everest par Sir Edmond Hillary autour de la Rolex Explorer, sans dire qu'il en avait une, parce qu'effectivement, il n'en avait pas, en fait. Il avait un proto, il avait a priori une montre avec des alliages un petit peu particuliers, mais qui n'était pas le modèle Explorer qui est sorti après. Rolex, à la fin des années 70, j'ai plus la date exactement, faisait de la communication autour de cette Rolex Datejust Oyster Quartz avec, je ne sais pas si tu as regardé ça, avec Reinhold Messner, qui est un alpiniste d'origine italienne et qui est le premier à avoir conquis l'Everest sans caisson et sans masque à oxygène. Et bah ça, c'est passé aux oubliettes et c'est passé à la trappe. Et c'est en ce sens où, pour le coup, je serais d'accord avec toi, Mythique, parce qu'elle a vraiment participé à une grande conquête humaine, mais c'est une conquête qui est exceptionnelle sur le plan humain, mais où, d'un point de vue histoire horlogère, bah, Rolex et comme d'autres d'ailleurs, ont plus vraiment envie de parler. Tout à fait, c'est vrai que c'est une montre qui reste peu exploitée actuellement dans les médias, hein, enfin dans les médias, dans les réseaux d'amateurs de montres, et on n'en entend pas parler. Et donc c'est vrai que euh, c'est- après c'est un mal pour un bien parce qu'on a toujours quelque chose on a l'impression d'avoir une rareté au poignet quoi en fait. Hein, Mais c'en est une, hein, il y a je le mettrai en commentaire, il y a deux sites extrêmement intéressants sur, on va dire, l'aventure de Rolex avec le quartz. Ce sont des informations qui se recoupent, hein, mais il y aurait tout juste 20 ou 25 000 Oyster Quartz qui ont été fabriqués par Rolex, alors que c'est un modèle qui a duré quasiment 25 ans, puisqu'ils ont arrêté en 2001 ces modèles-là, que ce soit des Datejust ou des Day-Date. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre, Anthony? Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est le saphir, le verre saphir, donc qui est l'un des tout premiers de la marque, Oui. euh, euh, et la loupe pour lire la date. C'est juste, pour moi, c'est bête à dire, mais c'est vraiment ce que je préfère. Ouais, t'as une sensation d'un verre saphir différent par rapport à ta Submariner? Alors, j'ai la sensation déjà d'avoir l'un des tout premiers verres saphir et d'avoir aussi un verre saphir assez robuste. Et quand on la regarde un petit peu de travers, on voit directement le petit décalage entre le boîtier et le verre, ce qui lui donne un charme fou. Ouais, c'est clair. Que j'aime C'est bien. clair. Moi, ce que je Ouais. remarque aussi, vous savez, je suis un grand passionné d'éléments historiques, industriels, culturels, populaires dans l'horlogerie. C'est un cadran qui est siglé Swissmade. Et le premier Swissmade, Anthony, premier Swissmade officiel, hein, qui valide que 50% de la valeur ajoutée du calibre doit être fait en Suisse, eh bien, date de 71. Donc c'est bien la preuve, la démonstration que pour Rolex et pour toute l'industrie suisse, c'est une montre suisse. Voilà. Et donc il faut la regarder, je pense, comme ça, et non pas avec l'anachronisme où on la regarde aujourd'hui en se disant bah ouais mais c'est une montre à quartz. Et l'image que j'ai pour toi, Anthony, dis-moi si tu es d'accord, c'est un peu comme si dans 30 ans on disait ouais mais Anthony, tu roules avec une Tesla à quartz, c'est une grosse merde, il n'y a pas de moteur dedans. Donc on ne sait pas ce qu'on pensera des voitures électriques dans 20 ans, dans 30 ans. Aujourd'hui, c'est le truc le plus branché. Tesla est le constructeur automobile à la plus grosse valeur, alors qu'en fait, il n'y a pas de moteur dans ces bagnoles. Bah, c'est la même chose. Tu vois, Tesla, c'est de la R&D. À l'époque, cette Rolex, c'était le fruit de la décision de Rolex de sortir, on va dire, du consortium avec une vingtaine de marques qui avaient abouti au premier modèle Rolex à quartz qui s'appelait pas Oyster Quartz mais qui était sorti au début des années 70. Belle comparaison, non, tout à fait. C'est vrai que on peut comparer les montres aux voitures, comme tu disais dans plusieurs vidéos. Et non, non, c'est vrai que c'est une montre qu'on peut garder et je pense qu'il traversera les décennies, à mon avis. Et qui est un.
Ouais. Bah, en tout cas, en parlant de comparaison montre et voiture, je vous invite, les amis, là, je vous mets le petit lien en haut à droite. Et j'ai fait une vidéo récemment où on s'est retrouvé un peu par hasard à une réunion de voitures anciennes avec un possesseur de BMW E30, hein, début des années 80, avec une Speedmaster Reduced. Et on a eu un échange très sympa sur le sujet. Et évidemment, voiture et auto et montre, ça joue. Avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'il y a un petit truc où tu te dis, ouais, c'est, ça aurait pu être mieux ou voilà. J'y réfléchis beaucoup. Alors, personnellement, ce qui aurait pu être assez sympa, c'est de ressortir une montre avec un mouvement automatique, même si je sais qu'il en existe une qui est Bien là. sûr, C'est sorti dans les années 70, mais si actuellement Rolex referait à peu près le même modèle avec un mouvement auto, ça pourrait être vraiment une tuerie. c'est vrai, il y a une Datejust avec ce boîtier-là et ce bracelet-là qui existe en auto, qui coûte une fortune. C'est tout à fait vrai. Moi, évidemment, conceptuellement, j'en rêverais. D'ailleurs, ça signifierait une explosion des tarifs de celle-ci, par exemple. Mais moi, j'y crois pas du tout. Rolex est devenu, par la force des choses, par sa performance, un industriel implacable. Process, R&D, marketing, logistique, distribution, fabrication, juridique, etc. Ils ont une gamme extrêmement courte par rapport à et extrêmement fidèle à ce qu'ils ont toujours fait. Je les vois pas prendre le risque de sortir non pas des fagots, parce que en fait c'est leur montre celle-là, mais je les vois pas sortir du bois et revenir sur ce modèle-là. Je pense que c'est pas leur intérêt tellement ils cartonnent aujourd'hui. Regarde la folie sur les professionnels où tu veux en acheter une, tu ne peux pas, tu ne peux même pas la commander. Tu es obligé d'attendre et puis bah t'en as une ou t'en as pas. C'est quand même un peu un problème quoi. Tu vois? Effectivement, ouais, c'est vrai que les délais d'attente sont très longs, même pour les pros, et encore plus pour avoir une Oyster Quartz. Ouais, Ouais, j'ai galéré enfin galéré. Ça a été compliqué pour en trouver une. Parce que c'est clair. vraiment, on voit pas, même sur le marché gris, en boutique par exemple, c'est très rare d'en voir, quoi. Ok. Donc Eh ben là-dessus. écoute, Anthony, merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à la seconde partie de Duel Time où là l'idée c'est puisque tu n'as pas envie d'avoir les mêmes montres que tout le monde, le quartz ne t'affole pas et tu aimes le vintage. Toi ainsi que tous les abonnés, je vais vous inviter à regarder quatre autres modèles de montres. Toi Anthony, tu ne pourras voter que pour l'une des quatre. D'accord. Par contre, les abonnés, dans l'onglet communauté de la chaîne, ils pourront voter pour leur montre préférée. Alors, la première que je te présente, c'est une IWC DaVinci avec un boîtier absolument magnifique, bracelet intégré également, en or blanc, et qui a comme caractéristique d'être équipé d'un calibre à quartz, le Beta 21, justement issu de la collaboration entre manufactures horlogères. Alors, qu'est-ce que tu en penses de celle-ci, Anthony? Alors personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la forme du boîtier, le bracelet intégré, mais aussi le matériau qui est utilisé là. Ici, il s'agit de l'or blanc. Ça me fait penser au Rolex Président. Ouais, Et un petit, ouais, ouais. Hmm. avec le fond gris, elle ressort particulièrement bien. Non, c'est vraiment une montre qui me plairait. Alors, tu Tout à vois, fait. pour le coup, celle-ci a vraiment un boîtier hexagonal, hein, vraiment à six côtés, très sobre, avec des index très très longs, les index des secondes et des heures, typiques hein, des années 70. Ça vaut une fortune, hein, malheureusement, une montre comme ça. C'est quoi le petit détail que tu aimes sur cette montre? Alors, ce que j'aime, c'est le fait qu'elle ait déjà la date Ouais, euh, et, euh, et son bracelet style président. ouais. Alors, je trouve que vraiment, ça dégage quelque chose de très sympa. Et voilà, non, j'ai pas d'autre. Je trouve elle est très sympa. Voilà. Bon, tu lui mets combien de 0 à 10? De 0 à 10, je lui mettrais 8. 8 sur 10. Eh, tu Ok. commences haut, hein.
Les amis, on a un client, il met des bonnes notes, hein. Alors, 8 sur 10 pour la IWC DaVinci Beta 21. Deuxième choix pour toi, Girard Perregaux, calibre à quartz, très différente. Je n'ai pas trouvé complètement le modèle que je voulais. Je cherchais avec un bracelet métallique, là il est en cuir. Ça a le calibre Girard Perregaux 352, hein, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà, on est dans les 70s, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'aime moins. Ouais, Euh, c'est peut-être par rapport au bracelet, je trouve que la couleur, elle va pas trop. Enfin voilà, c'est pas mon style. ouais. Et la forme du boîtier non plus. Donc je ne vais pas être généreux sur cette montre. Ah ouais, je sens que ça va être une note pas terrible. Tu as vu quand même l'originalité de la couronne Alors, de effectivement, remontoir c'est vrai. à 19h? Oui, oui, c'est vraiment très sympa. Mais après, c'est vrai que c'est pas une montre que je porterais personnellement. Je trouve que ça fait un peu, enfin, pas vieux, mais voilà, c'est pas trop mon style, quoi. Ouais, quel âge tu as, Anthony? J'ai 27 ans. Ah ouais, bah t'as presque la moitié de moi. Donc moi je trouve ça pas mal et je trouve pas ça vieux, hein. Donc ça veut dire que bien un jour ça te plaira, ne t'inquiète pas. J'en doute pas. Alors ce qui est intéressant dans ce que j'ai dit, parce qu'en fait vous voyez, la terminologie est essentielle quand même dans l'horlogerie, j'ai dit couronne de remontoir. Bah, sur une montre à quartz, il n'y a pas à remonter, puisque l'énergie ne provient pas du ressort de barillet, mais provient d'une source électrique, en l'occurrence une pile. Donc le Gérard Perregaux, pour le coup, et on va tout à l'heure voir un autre modèle qui intègre le calibre GP352, et ben Gérard Perregaux n'était pas, Anthony, dans le pool ou dans le consortium D'accord. qui a fait aboutir le projet de mouvement à quartz suisse, donc Beta 21 qu'il y a dans la DaVinci. Eux, ils ont fait leur propre calibre. Et Girard Perregaux, à l'époque, c'était de très très loin la manufacture suisse la plus innovante dans ce domaine. Alors, tu mets combien de 0 à 10? Alors, de 0 à 10, je lui mettrais un 4 sur 10. Aïe, 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 aïe. Tu sais, 4 sur 10, Anthony, je me demande si quelqu'un a déjà donné un 4 dans l'histoire de Duel Time, hein. Mais écoute, c'est pas grave, il faut enregistrer ce type de vote. Alors, troisième choix. Alors, les amis, vous voyez, on ne voit pas Anthony parce que sa configuration fait que soit on le voit, soit il voit les montres que je lui présente. Donc, comme l'idée c'est qu'il nous donne son avis, je préfère qu'il puisse regarder les montres et nous donner ce qu'il en pense. Troisième montre, là, on a un modèle qui est une légende chez Omega, qui est l'Omega Constellation Marine Chronometer, avec un calibre Omega, méga quartz à l'intérieur, qui est différent du Beta 21 et différent du Girard Perregaux. Qu'est-ce que tu en penses? Très sympa. Elle est vraiment originale. J'aime bien le fond noir avec le cadran mi-or, on dirait voilà un côté acier or, assez sympa. Je sais pas si c'est de l'or d'ailleurs. Je sais pas. Ok. Je pense que c'est possible puisque Constellation a toujours été dans la gamme Rolex, parfois en acier, parfois tout en or, ou une combinaison des deux, avec la bien connue Omega Constellation Paipan, qui est l'une des premières montres dessinées par Gerald Genta. D'accord. Non, non, franchement, elle est sympa, j'aime bien. J'aime surtout l'index, enfin les index ronds, Hum, enfin la forme de la montre avec le cercle à l'intérieur, ouais. ce qui lui donne un charme assez particulier. Et une Et montre rectangulaire comme ça te plaît? ça me plaît bien, ouais. Je trouve que ça, c'est une montre qui revient, qui revient. Enfin, je trouve qu'elle me fait passer un petit peu à la forme d'une Apple Watch, mais bon, c'est pas la Ouais, comparaison parfaite, mais c'est vrai elle a une forme assez ouais. originale. Bah, voilà un autre anachronisme, hein. C'est vrai qu'on pourrait imaginer la partie du cadran qui est noire, ça a le format effectivement d'une Apple Watch, et peut-être qu'il y a un skin d'ailleurs, hein, ou la possibilité sur une Apple Watch d'afficher ça. C'est une montre essentielle dans l'histoire d'Omega, puisque c'est la première
montre à quartz de l'histoire qui a été certifiée chronomètre de marine. Voilà, c'est un calibre bien particulier qui est à 2,4 MHz, ce qui fait en fait 24 MHz, alors que la fréquence d'un mouvement à quartz tel qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui est d'ailleurs une invention de Gérard Perregaux, c'est 32 700 et quelques Hertz. Donc on est encore à l'époque dans de la pure R&D, de l'innovation, avec la recherche de certificats de chronométrie et de fiabilité les plus importantes. Et quand on regarde l'histoire de la conquête du temps, eh bien, une montre comme ça, c'est une montre qui est exceptionnelle. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci? Alors à celle-ci, je lui mettrais donc la note de 7 sur 10. 7 sur 10, les amis. Bah, écoutez, c'est pas mal. On va passer à la quatrième montre. Hein. Vous avez bien compris, l'objectif, c'est que Anthony puisse voter pour l'une des 4 montres que je lui présente. Et vous, dans l'onglet communauté, vous votez pour l'une des 5 en intégrant la Rolex Oyster Quartz. Alors, la troisième, c'est une photo que j'ai récupérée sur un site qui s'appelle Watch Pro Site, mais pour le coup, je suis allé la récupérer alors que j'aurais pu mettre l'une de mes photos, puisque je laisse ce modèle-là, mais j'ai pas une photo qui est aussi belle que ça à présenter. Donc là, on a Gégère-Lecoutre, un autre monument de l'industrie horlogère suisse et française. Hein. N'oublions pas que Edmond Jaeger était français. Voilà, c'est une Master Quartz avec un calibre Gérard Perregaux GP352, donc le même que tu as dans la première Gérard Perregaux de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Alors personnellement, je trouve que c'est vraiment un ovni, un objet volant non identifié. Ouais, Alors, pour le coup, j'aime beaucoup. C'est surtout le cadran qui me plaît particulièrement. J'aime bien le cadran bleu nuit ouais. et la forme du boîtier. Ouais, c'est magnifique, quoi. Ouais, alors celle-là est dans un état absolument magnifique. Pour le coup, bah, j'en ai une, je peux en parler. Plusieurs fois, on m'a dit waouh, une Nautilus. Non, non, pas une Nautilus. En plus, celle-là est sortie avant la Nautilus. C'est vraiment une très très belle montre, très très agréable à porter. D'accord. Il y a un bracelet qu'on voit pas là, Anthony, mais qui est en fait par les établissements Châtelain, qui a énormément fourni de bracelets justement à cette époque pour toutes les manufactures, toutes les marques qui faisaient des montres avec le bracelet intégré. Voilà, c'était le truc sympa à l'époque. La remarque que je peux faire, quand même, Anthony, c'est que le voilà de retour puisqu'il n'y a plus besoin de regarder les modèles. C'est que c'est compliqué à c'est compliqué à maintenir quand ça part en sucette. C'est difficile de trouver des horlogers qui ont un peu de savoir-faire dans le domaine, puisqu'il y a de l'électronique dedans, et l'électronique des années 70, c'est pas comme l'électronique d'aujourd'hui. Hein. On ne sait plus comment ça marche, on ne sait plus où sont les pièces. Donc c'est un peu le bémol de tous ces modèles, je trouve. Voilà, il y a une prime de risque à prendre hein, entre la passion pour le design, pour un peu cette période charnière dans l'industrie, et puis des modèles qui parfois fonctionnent un peu de façon protéiforme. Comment elle tourne ton Oyster Quartz Attends, avant qu'on revienne sur ton Oyster Quartz, justement, quelle note de 0 à 10 tu donnes? Alors, sur la dernière montre que vous venez de voir, donc je donnerais la note de 8,5. Hop, 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 hop. Alors, les amis, si vous avez été attentifs comme moi, vous avez bien compris que manifestement, on a probablement le vainqueur devant nous. Parce que si je reviens en arrière, on a la IWC Da Vinci. Personnellement, moi je l'adore, mais elle n'existe qu'en or blanc. Je crois qu'elle est à plus de 20 000 euros à chaque fois que j'en vois une, donc c'est pas envisageable. Tu as mis 8 sur 10. La Girard Perregaux, t'es dur, mais c'est clair que c'est pas du tout un boîtier coupé à la serpette, très anguleux. Là, on est vraiment plutôt dans quelque chose d'assez ovoïde. Tu as mis 4 sur 10. La constellation Marine Chronometer, tu as mis un 7 sur 10. Et puis là, un 8,5. Hein. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie que le winner, c'est la Gégère-Lecoutre Master Quartz.
J'ai envie de te dire, Anthony, tu veux qu'on l'échange avec ta Oysterflex? Non, je Ta pense, Oysterflex, ta Oyster Quartz, pardon? non, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, même si c'est une montre qui est vraiment très très sympa et j'adore particulièrement le côté ovale, comme tu disais, et le fond bleu. Le fond bleu, c'est vraiment très sympa. Ouais, le cadran. À chaque fois, on me reprend aussi, donc je te reprends, excuse-moi, hein. Le cadran. Avant de conclure, on fait un petit dernier passage sur ta, sur ta Rolex. Donc, cadran noir, il y a des cadrans lin, il y a des cadrans champagne, il y a des cadrans blancs de mémoire, hein, si je me trompe pas. Tout à fait. Ouais, Alors les cadrans, il y en a effectivement, il y en a des plus clairs, hein, bien évidemment. Et le cadran noir reste quand même un cadran assez difficile à trouver. Et donc voilà, j'ai vraiment, c'est vraiment ce qui m'a poussé vraiment à la prendre ce cadran. Je voulais pas rester sur un. Personnellement, je suis plus fan des cadrans foncés. ouais, je sais pas trop. Ouais. Je suis assez d'accord. Cadran foncé, je préfère également. Je me demande si celle-ci gagnerait pas encore en légèreté si elle était avec un cadran plus clair. Écoute, on s'est franchement, mais alors franchement régalé, Anthony. C'est absolument magnifique cette montre. Vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion. Un grand merci pour être venu sur la chaîne. Je serai très heureux de t'accueillir une prochaine fois. Bien évidemment, tiens-nous au courant de toute ton aventure avec cette Rolex Oyster Quartz, hein. J'en avais un petit peu parlé lors d'une vente aux enchères au crédit municipal. Bah voilà, hein, c'est la tendance. Le vintage, ça intéresse, c'est assez logique. Enfin, je trouve que c'est assez logique. Le bracelet intégré, il y en a de plus en plus. Et en fait, vous vous rendez compte que plein de marques on en fait par le passé. Et pas simplement les inévitables Royal Oak et Nautilus. Si vous voulez participer, vous connaissez la chanson, je la refais pas à chaque fois. Anthony, merci beaucoup. Salut Xavier, merci à tous. Ouais, allez, ciao ciao.